Dans toute l'abondante histoire de l'éloquence aux États-Unis, des sermons des prêtres, des déclarations des hommes d'État et des conférences des éducateurs, un homme et un discours n'ont jamais connu leur égal en popularité ou en influence. L'homme, Russell Conwell. Le discours, des acres de diamants. À la fois soldat et professeur, journaliste et avocat, ministre et fondateur de la Temple University of Philadelphie, Russell Conwell a une vie longue, active et féconde. Et grâce à sa sincérité, à son sérieux constant et surtout à son enthousiasme sans limite, il a amené l'inspiration et la réussite dans la vie d'un nombre incalculable de gens qui ne l'ont pas connu personnellement. Et le point de départ de cette influence inspiratrice a été bien souvent la première audition des Acres de diamants. Plus de 50 ans ont passé depuis que le docteur Conwell a fait pour la première fois son dynamique exposé sur la réussite personnelle, mais les mots sont toujours aussi vibrants et ont toujours la même importance vitale que lorsqu'ils ont été prononcés pour la première fois. Écoutez-les bien. Vous aussi, vous trouverez un encouragement, une nouvelle vigueur et une vérité éternelle dans Les Acres de diamants de Russell Conwell. Descendant le Tigre et l'Euphrate il y a des années avec un groupe de voyageurs anglais, je me suis trouvé en compagnie d'un vieux guide arabe dont nous avions loué les services à Bagdad. Je me suis souvent dit que ce guide présentait beaucoup de caractéristiques mentales des barbiers américains. Il s'imaginait que son devoir consistait non seulement à nous guider dans la descente des fleuves et à faire ce pourquoi il était payé, mais aussi à nous amuser par des histoires curieuses ou étranges, anciennes et modernes, familières ou insolites. J'en ai oublié beaucoup, heureusement, mais il en est une que je n'oublierai jamais. Voici ce qu'il nous a dit. Je vais vous raconter une histoire que je réserve à mes meilleurs amis. Quand il a dit en insistant « mes meilleurs amis », j'ai écouté et je m'en félicite encore aujourd'hui. Il nous a raconté qu'il était une fois, non loin de l'Indus, un vieux persan du nom de Ali Hafet. Ali Hafet possédait une très grande ferme, il avait des vergers, des champs et des potagers. Il avait de l'argent bien placé, c'était un homme riche et satisfait. Il était satisfait car il était riche car il était satisfait. Et un jour, le fermier persan reçut la visite d'un vieux prêtre bouddhiste, un sage de l'Orient. Il s'assit près du feu et raconta au fermier comment le monde avait été fait. Il lui dit qu'au début, le monde n'était qu'un simple banc de brouillard et que le Tout-Puissant y plongea son doigt, l'y tourna lentement, puis plus vite, jusqu'à ce qu'enfin le banc de brouillard soit devenu une boule de feu compacte. Alors la boule de feu roula à travers l'univers, se brûlant en chemin à travers les autres bancs de brouillard et condensant l'humidité extérieure, jusqu'à ce qu'elle tombe en flot de pluie sur sa surface chaude et rafraîchisse la croûte. Puis, le feu interne éclata au dehors et créa des montagnes, des collines, des vallées, des plaines et des prairies pour former notre merveilleux monde. Lorsque cette masse fondue se refroidissait très rapidement en arrivant à l'air libre, elle devenait du granit, et c'était moins rapide, du cuivre, moins rapide encore, de l'argent, encore moins, de l'or. Et après l'or, apparurent les diamants. Et le vieux prêtre dit, « Un diamant est une goutte de soleil qui s'est figée. » Ce qui est vrai littéralement et scientifiquement. Un diamant est en effet un dépôt de carbone du soleil. Le vieux prêtre dit à Ali Hafet que s'il possédait un diamant gros comme son pouce, il pourrait acheter toute la contrée avoisinante, et que s'il possédait une mine de diamants, il pourrait, par l'influence de sa grande richesse, mettre ses enfants sur des trônes. Ali Hafet écouta toute l'histoire des diamants et de leur valeur. Et quand il se coucha, il était un pauvre homme. Il n'avait rien perdu, mais il était pauvre, car il était insatisfait, car il craignait d'être pauvre. Il se dit, « Je veux une mine de diamants », et ne dormit pas de la nuit. À l'aube, Ali Hafet alla chercher le vieux prêtre et lui dit, « Dis-moi où je peux trouver des diamants. » « Des diamants ?
Pourquoi veux-tu des diamants? Je veux être immensément riche. Alors pourquoi ne vas-tu pas à leur recherche? Je ne sais pas où, dit Eliaphèd. Le vieux prêtre réfléchit un moment, puis dit, trouve une rivière qui coule sur du sable blanc entre de hautes montagnes. C'est toujours dans du sable blanc qu'on trouve des diamants. Eliaphèd vendit donc sa ferme, rassembla son argent, confia sa famille en voisin et partit à la recherche de diamants. Il commença ses recherches, logiquement à son avis, dans les montagnes de la Lune. Puis il erra en Europe et finalement, tout son argent dépensé, il se retrouva en haillons, misère et pauvreté, au bord de la baie de Barcelone en Espagne. Une grande vague s'éleva et le pauvre homme, affligé et souffrant, ne résista pas à la tentation de s'y jeter. Il sombra sous sa crête écumante et ne revint plus jamais à la vie. Un beau jour, l'homme qui avait acheté la ferme d'Eliaphèd conduisit son chameau dans le jardin pour l'y faire boire. Et comme le chameau mettait le museau dans l'eau peu profonde de la mare, le successeur d'Eliaphèd remarqua une curieuse étincelle de lumière dans les sables blancs de la rivière. Il retira de l'eau une pierre noire qui présentait un œil lumineux avec tous les reflets de l'arc-en-ciel. Il ramena le caillou à la maison, le mit sur la cheminée et l'oublia. Quelques jours plus tard, le vieux prêtre vint rendre visite au successeur d'Eliaphèd. En ouvrant la porte, il vit une étincelle de lumière sur la cheminée. Il se précipita en criant « Un diamant! Eliaphèd est-il revenu ?» « Non, dit le fermier. Eliaphèd n'est pas rentré, et ce n'est pas un diamant. C'est une pierre que j'ai trouvée dans le jardin. »« Je sais reconnaître un diamant, dit le prêtre, et c'en est un. » Ils se précipitèrent tous les deux dans le jardin et plongèrent les mains dans les sables blancs, et voilà qu'ils en retirèrent des gemmes plus belles et plus précieuses que la première. Voilà l'histoire que le guide arabe m'a racontée. Et le plus beau, mes amis, c'est qu'elle est historique. C'est en effet de cette façon qu'on a découvert la fameuse mine de diamants de Golconda, la plus merveilleuse mine de diamants de toute l'histoire de l'humanité. Les diamants que Inor et Orloff, des bijoux de la couronne d'Angleterre et de Russie, en proviennent. Quand le vieux guide arabe eut terminé son histoire, il me regarda en silence pendant un moment, puis il dit « Si Eliaphèd était resté chez lui, s'il avait creusé dans sa propre cave, ou sous son propre champ, ou dans son propre jardin, au lieu d'aller mourir de faim et se suicider dans un pays étranger, il aurait eu des acres de diamants, car chaque acre de sa ferme, chaque pelleté a donné une infinité de gemmes d'une valeur fabuleuse. Et il en va de même pour chacun de nous, qui que nous soyons, où que nous vivions. Il y a des acres de diamants de possibilités, si nous nous donnons la peine de les chercher dans notre propre cour. Croyez-moi, mes amis, la possibilité de devenir riche, d'arriver même à une grande richesse, est ici, maintenant, à la portée de tous ceux, hommes ou femmes, qui m'écoutent. Je suis venu vous dire ce que je crois, devant Dieu, être la vérité. Et si au fil des années j'ai pu acquérir un peu de bon sens, je sais que j'ai raison. Jamais, dans toute l'histoire du monde, un pauvre homme sans capital n'a eu autant de possibilités de devenir riche vite et honnêtement qu'il n'en a aujourd'hui. Je vous dis que c'est vrai, et je vous demande de l'accepter comme vrai. Je n'ai pas de temps à perdre en propos oiseux. Et si certains d'entre vous ne deviennent pas plus riches à cause de ce que j'ai dit, j'ai vraiment perdu mon temps. Je dis que vous devriez devenir riche et qu'il est de votre devoir de le devenir. Si vous me dites que vous n'avez pas de capital à partir duquel vous pourriez bâtir une fortune, acquérir de grandes richesses, je vous répondrai que tout ce qu'il vous faut pour prendre le départ vers la réussite, c'est du bon sens et pas des gros sous. Vous vous demandez peut-être
Quelle relation y a-t-il entre le bon sens et les acres de diamant? Il y a toute une espèce de relation. Le bon sens, c'est la carte par laquelle vous les découvrirez, la pelle avec laquelle vous les extrairez, et la sagesse avec laquelle vous les utiliserez. Où sont-ils? Tout autour de vous. Voilà des diamants. Une richesse illimitée, dans une pratique plus parfaite de votre commerce ou de votre profession, dans un service accru à vos clients actuels, à vos amis, à vos voisins, dans les possibilités sans limite qu'offre la situation que vous occupez maintenant, dans la société ou l'industrie qui vous occupe à l'heure actuelle. L'une des plus grandes erreurs de notre époque est l'idée erronée que le changement est toujours un progrès, que le fait de changer d'emploi, de changer de domicile, de changer d'amis ou de changer de milieu va automatiquement amener une amélioration. Ce n'est pas vrai. J'ai connu il y a quelques années un jeune homme qui changeait si souvent et avec une telle constance que nous l'avions surnommé Chester le changeant. Il changeait de tout aussi souvent que possible, d'emploi, de maison, d'amis, de femmes, en une quête éternelle et stérile de progrès, d'argent et de réussite. La seule chose que Chester le changeant ne changeait jamais, c'était lui-même. En conséquence, l'amélioration qu'il espérait n'était jamais en réalité qu'une substitution. Il substituait un rêve à courte vue à un autre, sans jamais voir plus loin. Pas une fois, il ne modifia son attitude vis-à-vis de la situation ou de l'emploi qu'il occupait. Il n'enleva jamais les verres de ses illusions pour établir la liste de toutes les innombrables possibilités de progression qui l'entouraient. Ceci me rappelle une autre histoire au sujet d'un autre fermier. Cet homme-là possédait et cultivait des terres en Pennsylvanie. Ce n'était pas une très bonne ferme et il ne réussissait pas beaucoup. Mais ce n'était pas le genre d'homme qui prenne des décisions hâtives. Il n'allait pas vendre sa ferme pour changer d'occupation avant d'avoir autre chose à faire. Il écrivit à un frère au Canada qui travaillait dans l'industrie du pétrole et lui demanda de lui trouver un emploi. Le frère répondit: apprends ce qu'il y a à savoir sur le pétrole et je te trouverai un emploi. L'homme se mit donc à l'étude et travailla dur. Il apprit comment le pétrole se formait et comment on pouvait l'extraire du sol. Un an plus tard, il écrivit à son frère, à nouveau, il lui dit: je sais ce qu'est le pétrole. Le frère répondit: tu peux venir, le travail t'attend. Cet homme prudent et avisé vendit donc sa vieille ferme et partit au Canada. Moins d'une semaine plus tard, le fermier qui lui avait racheté son bien n'arrivait pas à faire boire son bétail. Les animaux ne prétendaient pas mettre le nez dans le petit ruisseau qui courait là, car il était couvert d'une écume épaisse qui sentait l'huile minérale. Comme vous l'aurez sans doute deviné, il n'y a plus de ferme à cet endroit. C'est maintenant une ville qui s'appelle Titusville, Pennsylvanie. L'origine est le berceau de l'industrie pétrolière géante des États-Unis. L'homme qui a vendu la ferme avait littéralement été entouré de millions et de millions de diamants liquides. Je veux vous présenter encore un exemple. Il s'agit d'un jeune homme de mes amis. Il fréquentait l'université de Yale, d'où il sortit avec un diplôme d'ingénieur des mines. Il était en fait un très brillant élément et sa compétence en ce domaine fut confirmée par le fait que l'université lui offrit un poste de professeur. Mais, comme il le dit à sa mère, pourquoi deviendrais-je professeur à un traitement de misère quand un homme qui avait connaissance peut courir le monde et y découvrir de précieux gisements de minerais? Sa mère lui donna raison, du moins en ce qui concernait le fait de posséder des connaissances solides, mais l'argent manquait pour financer de longs voyages de par le monde. La seule solution consistait à vendre la petite ferme du Vermont, où ils vivaient. C'est ce qu'ils firent. Ils quittèrent la Nouvelle-Angleterre et à ce jour, je n'ai plus jamais entendu parler du jeune ingénieur des mines. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Mais ce que je sais, c'est que l'homme qui a acheté la ferme de la mère
y a découvert un filon d'argent pur absolument sans prix. C'est d'ailleurs la première fois que l'on a découvert de l'argent dans les collines rocheuses du Vermont. Le jeune homme avait les connaissances voulues pour reconnaître autour de lui des acres de diamants, mais il a refusé de les chercher autour de sa maison. Vous vous demanderez peut-être en quoi ces exemples peuvent-ils s'appliquer à moi, à mon travail? Où sont mes acres de diamants? Ils sont en vous, et ils sont limités par un cercle toujours plus vaste dont vous formez le centre. Vous trouverez vos acres de diamants en vous, dans votre famille, dans votre voisinage, dans votre travail, dans votre milieu, votre ville ou votre localité, dans votre province, votre pays. Il nous faut changer les attitudes, mais pas les emplacements ni les vocations. Si nous voulons être grands, nous devons d'abord l'être vis-à-vis de nous-mêmes et de ceux qui nous connaissent le mieux. La vraie réussite signifie l'humilité, la crainte de Dieu et l'amour du prochain. Croyez-moi, les occasions de vous réaliser vous entourent. Il y a des acres de diamants dans votre cour. Si seulement vous voulez bien les y chercher et les y trouver. Je vous défie, jeune homme de famille pauvre, je vous défie d'arriver au succès. Je vous défie, jeune homme de famille riche, je vous défie d'atteindre à la sagesse et à l'humilité. Je vous défie, jeune mère, de faire de votre vie un chef-d'œuvre. Les femmes fortes mettent au monde des hommes forts. Je vous défie, jeune directeur, d'assumer plus de responsabilités, de bâtir votre carrière de façon grandiose. Je vous défie, grand-père, de vous imposer un programme audacieux pour couronner l'œuvre de votre vie. Je vous défie, qui que vous soyez, de partager les fruits de votre audace. Je vous défie, vous qui êtes faible, d'être fort. Vous qui êtes terne, d'être brillant. Vous qui êtes esclave, d'être roi. Je vous mets au défi. Je vous défie. Voilà les paroles provocantes, les paroles courageuses de William Danforth, pionnier des affaires, philanthrope, fondateur et chef d'une des industries les plus importantes des États-Unis. Au cours d'une vie longue et fructueuse, M. Danforth a reçu d'un monde admiratif bien des distinctions et des tributs. Mais de tous les symboles du succès, les plus précieux à ses yeux étaient les innombrables vies et carrières qu'il avait influencées, inspirées et transformées par le défi formidable de ces trois petits mots « Je vous défie ». À supposer que vous acceptiez mon défi, qu'allez-vous faire pour le relever? Écoutez, je vais vous le dire. Établissons tout d'abord un diagramme de votre vie telle qu'elle se présente à l'heure actuelle. Prenez un papier et un crayon. Tracez un carré sur le papier, un simple carré, 4 côtés. Sur le côté gauche, inscrivez le mot « physique ». Au-dessus, écrivez le mot « mental ». Intitulez le côté droit « social » et sous la base, écrivez le mot « spirituel ». Arrêtons-nous un moment à considérer le carré. Ces 4 côtés sont le physique, le mental, le social et le spirituel. Ceci représente votre vie. Inscrivez donc en grandes lettres les mots « mon échiquier » au milieu du carré et signez juste au-dessous. Vous voilà maintenant pourvu d'un graphique tangible, d'un diagramme de votre vie personnelle. Examinez-le, étudiez-le, inscrivez-le en lettres de feu dans votre pensée consciente, photographiez-le en esprit. C'est le symbole de la vie plus riche, plus pleine que vous allez mener. Le carré magique qui montre que vous avez relevé mon défi. Que sera l'avenir?
Maintenant que vous avez accepté mon défi, je vais vous le dire. Les jours sont révolus où vous défendiez vos possessions actuelles. À partir d'aujourd'hui, ne vous tracassez plus au sujet de la stabilité de votre emploi. C'est votre supérieur que vous allez forcer à se tracasser au sujet du sien. À partir d'aujourd'hui, les facteurs négatifs sont sur la défensive. Vous avez disposé des facteurs positifs en vue d'une attaque. Vos yeux se sont tournés vers votre force et non vers votre faiblesse. Par conséquent, vous allez vous éveiller le matin en pensant à la manière de faire les choses et non aux raisons pour lesquelles elles ne peuvent être faites. Et maintenant, vous pouvez sincèrement dire avec Herman Melville, ce que j'ai osé, je l'ai décidé. Et ce que j'ai décidé, je vais le faire. Concentrons-nous d'abord sur le côté gauche du carré, le côté où vous avez écrit physique. Et maintenant, écoutez-moi. Je vous défie d'être fort. Quelle que soit votre nationalité, votre sexe, votre âge, l'endroit où vous vivez ou votre domaine d'activité, la santé est la base de la réussite individuelle. La santé est l'un des plus grands atouts de l'industrie et la base du progrès humain. Si vous cherchiez à vous qualifier pour faire partie de l'équipe de football cet automne ou de l'équipe de basketball l'hiver prochain, verriez-vous une objection à suivre un régime alimentaire, passer de bonnes nuits et à vous astreindre à un programme d'hygiène qui vous mettrait au sommet de votre forme au moment du test crucial? Évidemment, non. La vie est un jeu autrement important que le football, mais on peut lui appliquer les mêmes règles. Il faut que vous restiez fort, en bonne santé, plein d'énergie et d'enthousiasme, sous peine de vous retrouver sur la touche au lieu d'être au centre du jeu. Je ne peux pas me prévaloir de connaissances scientifiques suffisantes pour vous suggérer un programme complet de développement physique. Il vous appartient de le mettre au point avec votre médecin ou une autre personne compétente. Je prétends simplement vous mettre l'idée en tête et le désir au cœur pour que vous osiez vous perfectionner au point de vue physique. Posez-vous donc les 4 questions suivantes. 1. Suis-je en bonne forme physique à l'heure actuelle? 2. Si la réponse est non, que vais-je faire pour remédier à cette situation? 3. Comment vais-je m'y prendre? 4. Vais-je soutenir ce défi jusqu'à la victoire? Allons, réalisez ces questions. Qu'en pensez-vous? Je vous défie d'être fort. Reprenons le carré magique. À la partie supérieure, vous avez écrit « mental ». Il s'agit de l'esprit, de votre esprit, et du second volet de mon défi. Je vous défie d'avoir une pensée créative. Les audacieux ne peuvent pas se permettre de ne pas penser, pas plus qu'ils ne peuvent se permettre d'être inactifs. Les plus beaux fruits de l'existence sont réservés à ceux qui pensent fort, qui pensent beaucoup et qui pensent de façon créative. Quelle est la différence entre une pensée créative et une pensée ordinaire? La même différence qu'entre le chaud et le froid, le noir et le blanc, le jour et la nuit. Voici une définition toute simple. La pensée créatrice, c'est le talent acquis d'interpréter les faits ordinaires d'une façon exceptionnelle. Une histoire vraie illustrera mon propos. Il y a des années, un petit berger serbe inventa une méthode destinée à combattre les voleurs de bétail venus de Roumanie. Il faisait le guet pour les autres bergers et leur signalait l'approche des voleurs. Il le fit en plongeant un long couteau dans la terre très tassée. Puis, il frappait le manche du couteau du plat de la main. La vibration transmettait le signal à des milliers de mètres, mais sous la terre, et les voleurs ne l'entendaient pas. Des années plus tard, ce jeune homme, Michael Pepin, devenu ingénieur en Amérique,
se souvint des signaux souterrains de sa jeunesse. Il appliqua le même système au téléphone et d'un système qui pouvait être entendu au travers de la ville. Il fit un instrument audible dans le monde entier. Thomas Edison fit usage de la pensée créatrice pour inventer l'éclairage électrique. George Bernard Shaw fit usage de la pensée créatrice pour bâtir des livres et des pièces célèbres. Évidemment, nous ne pouvons pas tous être des Pupin, des Edison ou des Shaw, mais nous sommes parfaitement capables d'utiliser une pensée créatrice pour résoudre les myriades de problèmes qui nous assaillent tous les jours. Décidez d'augmenter vos capacités mentales et ayez l'audace de trouver un moyen nouveau et plus créateur d'utiliser votre pensée. Revenons au carré magique. Et au côté droit que vous avez intitulé social, vous allez me demander ce que cela signifie exactement. Et je vous réponds, je vous défie de vous créer une personnalité magnétique. Qu'appelle-t-on la personnalité? Est-ce un facteur intangible et inné que certains possèdent et d'autres pas? Cela peut-il s'acquérir? Bien sûr. Si nous réduisons ce facteur intangible à sa forme la plus simple, en faisant abstraction du domaine scientifique de la psychologie et de la psychiatrie, la personnalité est la qualité qui attire à vous tous ceux que vous rencontrez. Rien à voir avec l'apparence physique, ni surtout avec ce qu'on appelle communément la beauté. Les personnes les plus distinguées sous ce rapport n'ont pas toujours été les plus favorisées en ce qui concerne l'apparence physique. Jules César, Abraham Lincoln, le Mahatma Gandhi et d'innombrables autres conducteurs d'hommes qui ont laissé une trace indélébile dans l'histoire étaient physiquement insignifiants. Alors, de quoi s'agit-il? À mon avis, l'élément principal d'une personnalité attirante est l'absence d'égoïsme, l'intérêt sincère et honnête porté aux autres. Quand cette qualité est à la base du développement de la personnalité, l'apparence extérieure n'a plus qu'une importance secondaire. Une autre règle à observer si l'on veut avoir une personnalité attirante est d'éviter les déclarations dogmatiques et les actions qui irritent. Il vaut mieux utiliser la persuasion que la force. Une vieille fable chinoise illustre très bien ce point. Le vent du nord et le soleil se disputaient sur le point de savoir qui était le plus puissant. Ils décidèrent que le vainqueur serait celui des deux qui arriverait le premier à dépouiller de ses vêtements un voyageur qui passait. Le vent du nord fut le premier à essayer son pouvoir. Il souffla de toutes ses forces, mais plus les rafales étaient violentes, plus le voyageur se serrait dans son manteau. Finalement, ayant perdu tout espoir de victoire, le vent fit appel au soleil pour voir ce qu'il pourrait faire. Le soleil se mit brusquement à briller de toute sa chaleur. À peine le voyageur avait-il senti ses rayons réconfortants qu'il se mit à enlever un vêtement, puis un autre. Finalement, vaincu par la chaleur, le voyageur se déshabilla complètement pour se baigner dans une rivière proche. La morale de la fable est évidente. La persuasion l'emporte sur la force. C'est dans cette partie importante et sociale de votre vie que le principe du partage devient doublement efficace. Ici, en vérité, plus vous donnez, plus vous vous sentez capable de donner. Je vous défie de cultiver l'art de trouver des amis, de vous en faire et de les garder en donnant de votre personne et de votre temps aux autres. Vous pouvez devenir plus important socialement parlant que vous n'avez jamais été dans votre vie. Il vous suffit d'accepter ces défis. Vous êtes capable de les relever tous. Je vous défie de remplacer le vieil homme grincheux par un sourire irrésistible. Je vous défie de remplacer un accueil tiède par une poignée de main ferme et sincère. Je défie la partie sociale de votre personnalité d'allumer cette étincelle magnétique. C'est une étincelle qui va devenir une impulsion.
si envahissante que vous ne pourrez pas lui résister. Une impulsion qui vous éveillera tous les matins avec le désir de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Une impulsion qui vous mettra à l'aise dans toutes les situations et dans tous les milieux parce qu'elle ne se fonde pas sur la pensée. Que puis-je obtenir de lui? Mais sur la pensée, que puis-je lui donner? Alors, vous aurez relevé mon défi avec le succès. Vous aurez acquis une personnalité magnétique. Nous en arrivons maintenant à la base du carré, le côté qui est intitulé spirituel. Et c'est à vous, puissant dans votre corps, brillant dans votre esprit et doué d'un magnétisme personnel, que je m'adresse. Quel prix aura tout ceci à vos yeux si une cause ne vous inspire pas? Depuis le commencement des choses, l'homme a eu la faculté d'entrevoir une vie spirituelle quelconque. Si ce volet n'est pas développé, il meurt, et les trois autres volets en souffrent. On ne peut pas permettre à une partie de soi de mourir, sans porter préjudice aux autres parties qui continuent à vivre. Si la note dominante du développement dans notre vie physique, mentale ou sociale est l'offensive, pourquoi n'en serait-il pas de même en ce qui concerne la vie spirituelle? Je vous défie de vous forger en caractère. Permettez-moi de vous raconter une anecdote qui illustre ma pensée. Nous grimpions le long d'une piste en direction du sommet d'une montagne. Mon petit-fils Jimmy, âgé de 5 ans, luttait pour se maintenir à notre niveau. « Tu es fatigué, Jimmy ?» demandai-je. « Mes pieds sont fatigués, répondit-il. Mais moi pas. Moi. » C'était l'esprit de Jimmy. Suivre la grande piste était une aventure pour le Jimmy de 5 ans. Grimper la grande piste sera une aventure pour le Jimmy de 20 ans, ou de 30 ans, ou de 50. Tant que l'esprit y sera, Jimmy continuera à grimper. Il y aura des fois où le corps de Jimmy sera fatigué, mais son esprit ne se fatiguera jamais. Une vieille légende hindoue raconte qu'il fut un temps où tous les hommes étaient dieux, mais l'homme commit tant de péchés que Brahma, le dieu des dieux, décida de retirer la divinité aux hommes et de la cacher là où on ne pourrait plus la trouver pour l'offenser. « Nous allons l'enterrer profondément dans la terre, » dirent les autres dieux. « Non, » dit Brahma, « car l'homme creusera la terre et la trouvera. »« Alors nous allons l'enfuir dans l'océan le plus profond. » « Non, dit Brahma, l'homme apprendra à plonger. Il la trouvera là aussi. »« Cachons-la sur la plus haute montagne. » Non, dit Brahma, il viendra un jour où l'homme vaincra tous les sommets de la terre, et il se saisira de la divinité. Alors, dirent les petits dieux, nous ne savons plus où la cacher pour qu'il ne la trouve pas. Cachez-la dans l'homme lui-même, dit Brahma. C'est un endroit où il ne pensera jamais à la chercher. Et c'est ce qu'ils firent. Dans chaque homme, il y a caché quelque chose de divin. Et depuis lors, l'homme parcourt la terre, creusant, plongeant, grimpant à la recherche de l'essence divine qui est toujours cachée en lui. C'est l'étincelle que je vous défie de transformer en un foyer ardent. C'est le rayonnement que nous devons retrouver. C'est quelque chose d'authentique et d'usage quotidien. C'est l'esprit qui vous conduit tout naturellement à faire ce qu'il faut au moment voulu. L'esprit dont je parle ne se morfond pas dans l'ombre. C'est celui des capitaines et des rois. C'est l'esprit fier de son héritage et dont la bannière flotte haut. Élevez vos pensées au-dessus du commun. Pensez à des choses nobles. Vous vous en trouverez relevés. Si vous pensez que la religion est quelque chose qu'il faut bien supporter, elle devient une corvée. Mais si vous considérez le fait
de vous forger en caractère des principes, une morale ou une religion, quel que soit le terme choisi, comme un moyen de vous élever, les choses invisibles de la vie prennent une autre signification. La force physique demande de l'exercice, l'acuité mentale demande de l'étude. Une personnalité attirante prospère en se prodiguant. Le développement religieux, quant à lui, de l'action, exige qu'on fasse le bien plutôt que le mal. Nous ne progressons que par l'action. Vous direz peut-être vos prières ce soir, mais si demain vous ne vivez pas en accord avec elles, elles ne valent rien. Il ne m'appartient pas de vous dire ce que doit être votre défi spirituel. Vous connaissez votre propre vie. Il n'y a qu'une chose que je vous défie de faire. Battez vos propres records. Les investissements spirituels vous sont retournés au centuple. Ne pensez pas que vous ne possédez que quelques pauvres petits pains. Investissez ce que vous possédez. Vous recevrez en retour bien plus que vous ne pensez. Choisissez pour votre service un objectif grandiose. C'est sous l'emprise d'une merveilleuse obsession que les hommes réalisent de grandes choses. Allez-y, essayez, je vous défie de le faire.